Bonjour, vous avez pris votre carte? La carte à qui? La carte du Parti Socialiste? Oh non, mais je pourrais prendre la carte des LR aussi, hein. Vous savez, il y a beaucoup de cartes dans ce budget, si c'est ça dont vous voulez me parler. Parce que votre budget est socialiste? C'est pas moi qui le dis, ce sont notamment les responsables de droite. Moi, je crois qu'on n'y est pas du tout, en fait. C'est pas parce qu'on a discuté avec le Parti Socialiste que le budget est socialiste. Je peux vous donner la liste des sujets qui ont été demandés par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il a dit, moi, j'ai 3 exigences. Je veux que vous baissiez les charges sur les heures supplémentaires. C'est dedans. Bon, on ne dit pas que c'est un budget républicain. Laurent Wauquiez, il a dit, avec d'autres d'ailleurs, avec Gabriel Attal, avec les indépendants, il a dit, moi, je veux que vous dégeliez totalement le barème de l'impôt sur le revenu parce que je veux pas d'augmentation des impôts. Bah, c'est dedans. Vous voyez, moi, je pense qu'en fait, on a une mauvaise mais quand lecture. vous surtaxez les entreprises pour la 2e année consécutive, alors que cette surtaxe devait être provisoire, ça va même à l'encontre de ce que vous incarniez, vous, Amélie de Montchalin, et le président de la République. C'est-à-dire, on va essayer d'alléger le fardeau fiscal des entreprises pour faire redémarrer la machine économique. Là, on fait l'inverse. Si on se refait un peu le film, parce qu'il y a ce qu'on avait, nous, gouvernement, proposé, et il y a le point d'arrivée. Et entre-temps, vous voyez, moi, j'ai passé 350 heures à l'Assemblée, au Sénat, à essayer de tirer comme une locomotive une discussion budgétaire qui est utile aux Français, et où quand même on a eu un moment des partis extrêmes, RN et LFI très clairement, qui ont voulu saboter le texte pour que nous n'avancions pas et qu'il y ait des élections. Parce que la passion, je vous le dis, du RN et de la France Insoumise, c'est pas d'avoir un budget pour les Français, c'est pas de savoir ce que doivent se passer pour les entreprises, c'est pas de savoir ce qui va se passer pour les familles, les impôts, c'est d'avoir des élections. Et c'est ce que veulent les Français dans les sondages aussi. Et je pense que les Français, ils veulent des élections. On a compris qu'en 2027, ils voulaient, effectivement, on a bien compris, pouvoir avoir un débat présidentiel. Où on respecte le résultat. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Et si je le dis franchement, personne aujourd'hui n'a de majorité. Ne répondez pas précisément. Je vais répondre sur l'histoire de savoir si c'est de gauche, si c'est de droite. La fiscalité supplémentaire sur les entreprises, les 300 entreprises qui vont payer 7 à 8 milliards. Qui vont payer le même impôt en 2026 qu'en 2025. Alors que ça devait être provisoire. Je suis d'accord, ça devait être provisoire. Mais on a eu un débat qui prenait la forme suivante. Vous étiez engagé. Oui, je me souviens de vos propos. Tout à fait. C'était cet été. Vous disiez non, rassurez-vous, ça va sauter. Parce que vaut la parole politique maintenant. Parce qu'entre-temps, je le dis franchement, on a eu 3 gouvernements. Moi, j'ai participé à un gouvernement de François Bayrou qui a présenté au mois de juillet un budget. Puis ensuite, François Bayrou, il a été censuré. En tout cas, c'est comme ça que c'est passé. Ensuite, on a eu un premier gouvernement Le Cornu, puis on a eu un deuxième gouvernement Le Cornu. Et à un moment donné, il y a des choses qui ont changé. Rapide, hein. Et Sébastien Lecornu, il a retiré, ce sont les entreprises. Non, il a retiré les jours fériés, qui était une mesure qui n'était pas acceptable. Et entre-temps, on oublie aussi de dire que le président de la République a annoncé qu'on allait mettre presque 4 milliards de plus dans notre défense. Je vous dis la vérité, ce qui s'est passé par étapes. Si je refais le film des débats... Ce sont les entreprises qui payent. Non, je vais y revenir. Si on refait le film par étapes. Nous, on avait un projet qu'on assumait. On disait, voilà, on va... faire quelques ajustements sur le coût du travail, un peu à la hausse, c'est vrai, c'était le projet initial, tout petit peu. Mais on va baisser l'impôt, la CVAE, qui est un impôt débile, parce qu'on pense que c'est un impôt qui pèse sur les entreprises. Bon. Puis après, il y a eu beaucoup de débats, on a parlé de la taxe Zuckman, le RN et LFI ont voté 34 milliards d'impôts sur les entreprises, et donc c'est parti complètement, honnêtement, dans un endroit où, là, pour le coup, ça aurait été extrêmement dangereux. Et comme vous savez, le RN avec les entreprises, il leur ment beaucoup. Entre ce que Bardella raconte à la télé... Là, vous parlez du RN, moi je vous parle de vous. Je vais y venir. Et des renoncements. Je vais y venir. Le RN a passé son temps à mentir, à venir faire sur les plateaux, dire je vous soutiens, et dans l'hémicycle, voter le contraire. Et donc nous, à un moment donné, quand on était devant ce bazar avec le Premier ministre, on s'est dit voilà, nous, on n'est pas monsieur et madame parfait. On n'a pas raison tout seul. Mais entre notre projet initial, qui à mon avis était un bon projet, et les débats tels qu'ils tournent, on va faire quelque chose de très simple, et les Français, je pense, peuvent comprendre. On va garder ce qu'on connaît. On va choisir la stabilité. Bilan. Pas de changement d'impôt pour les ménages. Personne dans le pays ne va voir son impôt sur le revenu changer. Vous avez quand même taxé les plans épargne retraite davantage. La CSG progresse. Ça, ce sont les ménages qui mettent leur argent pour essayer d'avoir une meilleure retraite. Si je parle... Non, mais il y a eu des... Pourquoi on a fait ça? Pour payer le financement de la dépendance et de l'autonomie, pour payer les EHPAD. Que le plan épargne retraite, quand on épargne pour sa retraite, ça finance un petit peu plus. Ensuite, ce qui va permettre aux personnes âgées à la retraite de vivre dans des bonnes conditions, c'est un choix qui a été fait, on l'assume. Oui, une fois de plus. On l'assume. Toujours pour les retraités et peu pour les salariés. Non, mais vous me posez beaucoup de questions. Pardon. Je vous dis juste, à un moment donné, il y avait des idées... Dire qu'il n'y a pas de prélèvement pour les ménages, voilà. Honnêtement, l'impôt sur le revenu ne bouge pas. Le crédit d'impôt au service à la personne, il ne bouge pas. Les soutiens aux familles par le quotient familial, il ne bouge pas. Pour les TPE, PME, rien ne change. C'est le choix qu'on a fait aussi. Il n'y a pas de hausse des charges. Heureusement. Pas de hausse de charges. Il n'y a pas de baisse d'impôt aussi, mais il n'y a rien qui bouge, ni à la hausse ni à la baisse. Pour les entreprises de taille intermédiaire, non, j'essaie juste de dire qu'il y a des fake news partout là.
Pas de fake news, mais tout va bien. Si. Mais vous n'avez pas répondu mais encore sur les 300 j'y viens, entreprises. j'y viens. Madame la ministre, je suis désolé, je vous coupe. Je peux pas supporter ce que vous avez dit. Vous dites que on a fait un budget où on veut que rien ne bouge. Bah. Mais ça, on le fait quand tout va bien. Bah non, c'est l'inverse. Mais non, tout va mal. Aujourd'hui, dans la tout va mal. Il fallait avoir du courage dans le budget. Il fallait avoir du courage, il fallait réformer, il fallait changer les choses. Quand tout va mal, on change. Si vous avez une bagnole qui avance plus, ben on change. Et là, ça ne marche plus. Vous n'avez pas conscience de l'état du pays. Vous n'avez pas conscience qu'on va dans le trou. On va crever. Les Français n'en peuvent plus. Si vous rajoutez 1 euro d'impôt, les Français seront dans la rue. Vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez quand même conscience que vous avez fait des choix suicidaires pour le pays? Est-ce que vous faites pas confiance dans les Français? Au lieu de jouer sur la consommation, au lieu de donner du pouvoir d'achat, au lieu de lâcher du gras aux entreprises plutôt que les taxer, ayez confiance aux Français. Lâchez-nous du lest et vous allez voir que les Français, la dette, ils vont la rembourser. Faites un grand emprunt d'État plutôt que filer 70 milliards à des retraités en Floride ou à des émirs, je sais pas où. Faites un grand emprunt d'État et remboursez-le aux Français avec des taux intéressants. Jouez la carte nationale. Alors, moi, je joue arrêtez de ne pas croire dans les Français. Arrêtez de nous faire des budgets qui nous prennent à la gorge, où la seule chose que vous allez faire, c'est créer des taxes sur des taxes, Vous avez créé l'impôt, le super impôt, le hyper impôt. C'est quoi l'étape d'après? Mais enfin, j'entends tout ça. Hein, mais c'est une réalité, c'est la réalité du pays, Madame la ministre. Et je vous engueule, je suis désolé, parce que c'est pas vous en particulier. Je veux dire, je suis comme à Air France quand j'engueule l'hôtesse parce que l'avion est en retard. Mais là, l'avion, il n'est pas en retard, il va se crasher. Je suis pas hôtesse et l'avion, c'est l'avion des Français. Mais c'est juste pour vous dire. À un moment, il y avait le choix entre dire. Nous, on avait un projet initial. Manifestement, il n'y a pas de majorité. Les oppositions, les extrêmes, ils ont saboté le texte. Ils ont voté toutes sortes de choses. Le choix du Premier ministre. On ne change pas les impôts des ménages et on assume. Les entreprises, les 300 entreprises. On change pas. Baissez le coût du travail, Madame la ministre. On change Donnez pas du pouvoir d'achat aux dans Français. un monde où personne n'est d'accord dans leur vie. Mais personne n'est d'accord sur rien. Mais c'est pas qu'on est. Mais c'est des bases. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, vivre de leur travail, donnez-leur, relancer l'économie, essayer de faire en sorte qu'on paye des impôts en consommant plutôt qu'en travaillant. Et vous verrez, le pays va bien aller. Les Français, ils ont du talent, ils ont beaucoup de talent. Il faut croire dans les Français, il faut croire en nous. Les problèmes du pays, on peut les régler. Mais il faut croire en nous, Madame. Moi, ne croyez pas que dans la taxe, c'est l'impôt. Non, mais moi, je crois à la France. Je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des propositions qui vont dans tous les sens, à un moment avec le Premier ministre, vous savez, nous, à nouveau, vous avez été rationnel. On a été rationnel. Et on a dit, voilà, vous savez quoi, vu ce qui se passe, vu toutes les idées, honnêtement, fiscales, délirantes. Là-dessus, je vous suis. Et que les extrêmes ont voté ensemble, joyeusement. Vous voyez, Insoumis et Rassemblement National, je suis d'accord avec vous là-dessus. On a dit stop. On siffle la fin de la récré. On va faire un truc, c'est qu'on va garder ce qu'on a en 2025. TPE, PME, rien ne change, pas d'hausse d'impôt, pas d'hausse de charge. Ménage, rien ne change. Les mêmes niches fiscales. Et pour les grandes entreprises. J'y viens. Super impôt, qu'est-ce que vous faites? Augmentation des prix et tous les salariés qui sont intéressés au résultat, ils vont voir leur prime baisser. C'est l'impôt. Et on a dit en 2026, c'était pas notre projet initial, vous le savez. C'était de dire voilà, on va mettre le même barème d'impôt en 2026 qu'en 2025 et on va sortir les entreprises de taille intermédiaire parce que ces entreprises-là, c'est le cœur de l'industrie. Donc elles paieront moins d'impôts. Les 300 entreprises en question, c'est 50% des exportations, c'est 25% des salariés. Ça aura des répercussions. D'ailleurs, c'est ce que dit le patron du MEDEF. Il dit, vous savez très bien que si on continue à alourdir la fiscalité des entreprises, ça se paye un jour et l'autre sur la croissance, sur l'emploi. Cette surtaxe, je vous le dis, c'est pas mon projet. Mais elle a un effet. Mais vous le validez. Elle a un effet. C'est qu'elle permet aux grands groupes de payer 25% de taux d'impôt effectif, en vrai. Vous savez quoi, 25%? C'est le taux des PME. C'est le taux des TPE. Parce que ça permet d'avoir du coup un impôt qui est à 25% pour tout le monde. Plus que nos voisins parce que les grands groupes, eh ben, effectivement, ils ont en général plein de mécanismes qui leur permettent de baisser leur impôt. Qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? Le sujet, c'est d'abord, arrêtons les fake news, arrêtons de faire peur aux Français, arrêtons de faire peur à ceux qui nous entendent. Il n'y a pas de hausse de charge, il n'y a pas de hausse d'impôt pour 99,9% des Français. Deuxième chose que je dois vous dire. Sachant qu'on est quand même le pays le plus fiscalisé d'Europe. Deuxième chose, à la fin, les impôts de ce budget, tout compris, le budget de la Sécu, le budget de l'État, c'est moins d'impôts par rapport à la richesse qu'on produit qu'en 2019. C'est moins d'impôts que par rapport à 2019. Ça, c'est important. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. Effectivement, le RN et LFI, ils avaient toutes sortes de projets qui n'étaient pas ça. Nous, on a dit avec le Premier ministre, à un moment donné, on va regarder ce qui se passait avant la crise du Covid, avant la crise de l'Ukraine, avant la crise d'inflation qui a mis, on sait, le déficit dans le rouge. Comment ça marchait la France?
Bon, ça marchait peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais ça marchait. Sauf qu'à Madame la l'époque, ça on était marchait. sur Comment une vous tendance expliquez baissière des impôts. Là, maintenant, c'est plus le cas. Bah, je vous Madame dis, la on a ministre, commencé. Comment vous expliquez Mais qu'il y a plus d'entreprises licornes créées par des Français aux États-Unis qu'en France? Oui, bah là, je Comment pense vous qu'ils sont en train de l'expliquez? revenir. Vous voyez bien, Yann Aujourd'hui, c'est la Lequin. réalité. Yann Lequin, c'est le Français qui a inventé l'intelligence artificielle. Il était chez Facebook. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre à Paris. Moi, je suis fier pour mon pays. Ben, moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je dois vous dire, mais en un mot? Au fond, ce qu'on a fait, c'est de se dire, soit on a tous raison tout seul, chacun fait 10% des voix, l'Assemblée est là, toute en petits bouts, personne n'est d'accord avec personne, et à la fin, vous savez quoi? On se fera dégager. Alors, nous, les Joël politiques, on se Dagosseri. fera dégager, et on l'aura Oui, mais avec un mérité. budget Mais le pareil, but, c'est vous pas risquez de pas de le but, c'est pas de En vous dégager ou pas. Le but, c'est de faire avancer le pays. Monsieur Truchot, j'étais venu vous voir, je pense, en début d'année 2025. On a eu le même débat. Vous m'avez dit, oh, le budget Barnier-Bayrou, c'est horrible, ça va tout casser, Au moins, je personne ne reste, bougera. il y a une idée. Regardez, le pays va dans le mur. Bon, on a eu une année 2025, elle est terminée, on peut en parler. Elle n'est pas terrible. Il n'y a En jamais eu 2025, autant de dépôts de bilan en plus que pendant le Covid. Oui. Le chômage Et repart à la hausse. On peut regarder, c'est beaucoup Quand je vois le taux de d'auto-entrepreneurs qui croissance en Espagne. se créent et Ouais, font mais- faillite, c'est vrai. Mais la Ouais. croissance, elle a fait 1%. Ouais, mais c'est rien. C'est pas assez. C'est pas assez, on sait C'est bien. pas assez. Mais moi, je Les regarde amis un truc. espagnols font plus de 2. Oui, Eh, il y a l'Espagne. il y a des pays où on L'Allemagne, rembourse elle est en de l'impôt, récession. hein. Ouais. La Belgique, Mais elle est moins. elle a pas la dette qu'on nous L'Angleterre, avons. elle est moins. Ce que je dis juste, c'est que c'est pas moi qui crée la croissance. C'est les chefs d'entreprise, Vous avez c'est les quand même- Français. Effectivement, il faut leur faire confiance. Il faut qu'on donne. Et le Les deuxième choix mauvais qu'on a élèves de fait, l'Europe en le matière deuxième de choix qu'on a déficit. fait, c'est il faut qu'on arrête de se taper nous-mêmes. Parce que la confiance, c'est aussi ce qu'on dit là sur les plateaux, c'est aussi ce qu'on dit à la télé, c'est aussi ce qu'on dit à la radio. Moi, je vois un Non, truc dans on peut les pas enquêtes. mentir aux Français non plus. On peut Non, pas mais leur je vois un raconter truc dans une les histoire qui enquêtes. n'existe pas. Vous demandez aux Français comment ça va vous dans la vie. Quand vous soyez une mère de famille, moi j'ai 3 enfants, quand vous êtes un patron, comment ça va vous dans la vie? En fait, ce que vous voyez dans les enquêtes, les gens dans leur vie personnelle, dans leur petite entreprise, dans leur vie de salarié, ils vont bien. En Puis alors, France en France. Ah bon, on vit Et pas puis dans le même après, pays alors, non, madame la à ministre. titre personnel, les gens vont bien. Et tant mieux. Et après, on leur dit comment ça va le pays. Ah, c'est horrible. S'ils vous disent ça on fait va, tous ils n'ont pas faillite. dû les se faire soigner, ils n'ont pas eu de problème ils ont pas eu de problème avec ils la vont police. bien, mais Enfin, ils n'ont attendez. pas eu besoin de la police. Non, mais Oui, c'est- mais alors, on vous dire ça va. Pas en même temps, pas en même temps. C'est incroyable parce que Claude moi, je fais Dagosseri. partie des petits Français qui vont bien, selon vous. Ben, je vais bien, mais je suis obligée de contourner l'État, c'est-à-dire que je suis obligée de me dire, tiens, l'éducation nationale, ça marche pas super bien, je vais payer une école privée. Et puis... je vous arrête. Je vous arrête. Non, L'école privée où sont vos enfants, Ouais. il y a à peu près 99% Elle est de sous chances contrat. qu'elle est sous Oui, d'accord. contrat. Oui, Les d'accord. professeurs, ils ont été formés par l'État, Oui, ils ont été payés par l'État, d'accord. ils ont été d'ailleurs D'accord. entourés les par méthodes- l'État. Les méthodes d'enseignement, D'accord, mais parce que les sinon, on dit méthodes des choses qui sont pas d'enseignement, justes. Hein. le nombre d'enfants par classe, par contre, ça peut changer. Excusez-moi de le dire. parce que 21 enfants J'ai par fait classe en privé et moyenne. public. J'ai fait privé et public parce que ma fille a fait privé et public, donc je connais à peu près voilà les différences. Et je crache pas sur l'école publique parce que ce sont des professeurs qui sont très engagés et qui font ce qu'ils peuvent. Mais au-delà de ça, moi je veux savoir parce que moi je connais vos convictions un peu et je veux savoir si est-ce que vous êtes fiers de ce budget? Voilà, moi, je peux vous dire, en vrai, il y a un moment, j'ai cru qu'on aurait pu jeter l'éponge. De dire au fond, vous savez, ça fait 350 heures que je suis là, il y a des débats qui sont lunaires, il y a des propositions qui sont faites qui n'ont aucun sens. Si on les mettait en œuvre, ça ruinerait le pays. À quel moment vous avez pensé ça? À 2 moments. Au moment où le Rassemblement national, quand il vote la taxe à 26 milliards d'euros d'impôts sur les multinationales, 26 milliards. Vous voyez, vous me parlez d'un impôt, c'est 7,5. C'est beaucoup. Mais quand vous votez comme ça d'un seul homme, 26 milliards d'impôts, qui sont fiers de le faire, et qu'ils vous disent non, mais nous, on protège les entreprises, et que Jordan Bardella, il fait le tour des télés en disant moi, j'aime les entreprises. L'autre moment, c'est quand ils ont supprimé un dispositif qui s'appelle le Madelin, qui aide les PME à se financer. Et vous voyez, moi, je suis allée 3 fois, j'ai pris le micro, j'ai dit mais il faut garder ce dispositif, c'est un bon dispositif. J'ai mis toutes mes convictions. Et là, je vois le Rassemblement national qui dit non, on le supprime. Là, je me suis dit, en fait, à un moment donné, vous voyez, la mauvaise foi. Le RN, c'est double jeu, quoi. Oui, En mais permanence. en fait, moi, vous voyez, à la fin, Mais quand on s'engage vous un êtes peu pour le fiers de pays, ce budget? non, mais quand on s'engage pour le pays, on le fait avec sincérité. Alors pourquoi Non, mais vous avez vous êtes décidé fiers- finalement de Non, mais rester? excuse-moi Olivier, Et- parce que moi je veux savoir Mais- si la ministre, parce que voilà, la ministre de tous les Français, est-ce que quand vous regardez ce budget, vous vous dites ouais ça reflète mes convictions? Alors, je vais vous dire des choses dont je suis fier dans le budget. Puis il y a des choses, je me dis, c'était le prix du compromis. Et le compromis, on l'a pas fait qu'avec le PS, on l'a fait avec tous les partis. Vous allez voir dans les heures qui viennent, le Premier ministre va annoncer les arbitrages qui ont été faits, les choix qui ont été faits pour le budget des collectivités locales, pour les mairies, pour les départements. Bah, je peux vous dire qu'on a vraiment répondu strictement aux demandes des Républicains. Et donc moi, à la fin, je me dis, bon, il y a des choses qu'on demandait le Parti Socialiste, il y a des choses qu'on demandait mon parti, il y a des choses... Mais quand vous dites- les économies, Non, mais je vais vous dire de quoi je suis fier. Je suis fier de 3 choses. D'abord, je suis fier que ce budget, contrairement au budget de la sécurité sociale, qui était effectivement un budget de protection pour les retraités, le budget de l'État dont on parle, c'est un budget pour les travailleurs,
pour les actifs, pour les gens qui ont mon âge, les gens qui bossent, les gens qui sont au cœur de leur vie. Vous voyez, ils ont 40 ans, ils ont des enfants, ils ont des parents. Bon, l'abattement fiscal de 10%, vous y avez touché pour les... Non, il n'a pas été touché parce qu'il est tombé. Il est tombé dans la nuit du 31 décembre. La nuit du 31 décembre, j'avais plus le droit de réformer l'abattement sur les retraités. Vous savez que je l'ai porté. Vous savez que je l'ai porté alors que c'était pas populaire. Et vous savez que j'ai toujours des convictions sur ce sujet. Mais d'abord, je suis fier que ce budget, il accompagne les travailleurs. Moi, je suis fier qu'on augmente la prime d'activité. Et comment vous pouvez remettre en question la réforme des retraites, la réforme des retraites, la seule chose que vous aviez touchée et qui allait dans le bon sens, parce que c'était logique en fait de repousser l'âge compte tenu de la démographie, compte tenu des dépenses, vous vous êtes assis dessus, excusez-moi de dire et vous me dites que ça, vous pensez aux travailleurs, alors que c'est exactement la réforme de la prime d'activité qui plombe nos salaires. Je vais vous dire, la prime d'activité, pourquoi c'est bien ? En un mot, le système d'aujourd'hui, il est complètement couillon, je vais le dire avec mes mots. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites 3 heures supplémentaires de plus, que votre patron, il vous donne 45 € du coup net, c'est 3 heures à payer à 15 € par mois. La prime d'activité aujourd'hui, elle baisse de 30 €. Donc vous avez travaillé 3 heures de plus, payé en fait net, vous voyez, 5 € net de l'heure. C'est une connerie absolue. Et donc qu'est-ce qu'on a dit avec le Premier ministre ? Ça coûte cher, c'est vrai. Mais moi j'ai dit au Premier ministre, si on veut pour le coup soutenir les travailleurs, quand on a juste au-dessus du SMIC, entre 1 et 1,2 SMIC, cette espèce de prime d'activité, elle ne peut pas baisser quand vous travaillez plus. Parce que sinon, vous découragez le travail. Les gens, ils s'en sont même à dire, m'augmentez pas. Parce que sinon, je perds des aides. Que c'est bizarre de donner une prime à des gens qui bossent. Mais oui. Baisser les charges. On devrait mais évidemment, la France qui fait ça. Évidemment, dites aux gens, venez créer des emplois chez nous, vous allez vous régaler, vous allez vous gaver, c'est ça. Et on va payer des impôts indirects. Misez sur l'impôt indirect. La grande réforme à faire en 2027, ce sera de baisser les charges. Et j'ai toujours dit, je le porte depuis des mois. Là, honnêtement, il n'y a pas de majorité pour le faire. Mais cette réforme de la prime d'activité, je suis fière. Deuxième chose dont je suis fière, c'est que dans ce budget, on continue de mettre de l'argent pour la recherche. C'est presque plus de 700 millions d'euros entre 2025 et 2026 pour les centres de recherche, pour l'innovation, pour les start-up. C'est pas assez, madame la ministre. Ça, je suis fière. Et la troisième chose dont je suis fière, c'est le logement. On a créé, et vous en parlerez sûrement avec mon collègue ministre, pour les propriétaires. Non, on a créé un système qui va enfin pouvoir redonner de l'incitation à investir dans le logement. Moi, quand on voit la natalité, quand on voit la démographie, pourquoi les gens, ils n'ont pas d'enfants ? Mais parce qu'ils se regardent là où ils habitent, ils regardent que changer de logement, c'est hyper compliqué. Et donc, ça résout pas tout. Vous allez m'inciter et donc, le logement, on le relance, le travail, on soutient, et vous voyez, la recherche, on avance. Ça, je suis fière. Après, à un moment donné, il faut faire un compromis. S'il n'y avait pas de budget, moi, je vais vous raconter, vous voyez le président avec ses lunettes ? Vous voyez le discours qu'il fait de souveraineté, de dire on doit se défendre, nous les Européens ? Si on n'a pas de budget des armées, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, voyez, on est fort que dans nos mots. Nucléaire, ça suffit pas. Je croyais que ça devait dissuader. Alors, mais moi, mais Mourad, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget pour réformer et innover et maintenir la dissuasion nucléaire. Alors, là, le budget, il va exister. Les armées vont avoir les milliards dont ils ont besoin pour nous protéger. Passez vos études et une courte période professionnelle, mais quand même assez intense, notamment de lobbyiste. Pendant 7 à 8 ans, vous avez travaillé. J'étais pas lobbyiste, j'étais économiste. Oui. J'étais économiste à la BNP. Et puis après, chez AXA. Des affaires publiques chez de la prospective. La prospective, ouais. Oui. Bon, vos dénégations vous honorent, mais vous avez ensuite été bombardé, selon la fameuse maxime macroniste, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Vous avez été bombardé, d'abord député et ensuite ministre. Enfin, j'ai été élu. Elle a élu, oui. Faut te rappeler quand même comment ça marche, la démocratie. Bombardé dans les nominations, puisque c'est un parti qui est né de rien et qui a pris un peu tous les gens qui se présentaient et qui ont été élus. Moi, je suis une députée Internet, comme disait François Fillon. J'ai envoyé mon CV et puis j'ai dit d'où je venais. Et un beau CV déjà, parce que vous avez fait Harvard, ce qu'il n'a pas dit. Du plateau de Saclay, et voilà. Comme je n'ai pas envie de vous voler dans les plumes, je ferai simplement observer le caractère mouvementé de vos fonctions, qui sont d'une grande instabilité et d'une réelle précarité, puisque vous êtes une sorte de MPF, c'est-à-dire un ministre sans portefeuille fixe. Vous avez été secrétaire d'État à l'Europe 15 mois, ministre de la fonction publique 22 mois, ministre de la transition écologique 45 jours, représentant de la France à l'OCDE, ça c'est quand vous aviez plus de boulot pendant 2 ans. C'était un vrai boulot, et c'était là d'ailleurs qu'on combattait Trump, déjà. Alors c'est une erreur. Ensuite, depuis Noël 2024, soit 13 mois, vous êtes donc ministre de l'Action et des Comptes Publics, ce qui est un poste vraiment central. Mais c'est un peu comme si dans une entreprise, moi j'ai passé ma vie à diriger une entreprise, on a dirigé 6, 4 en tant qu'actionnaire majoritaire. C'est comme si vous aviez un collègue que vous croisiez, alors vous lui dites, alors dis donc Robert, t'es toujours à la maintenance ? Ah ben non, maintenant je suis au commercial et puis je passe à la compta le mois prochain. Donc vous changez complètement de domaine d'activité, donc vous êtes nécessairement, au-delà de votre brio, de vos compétences et de votre assiduité, de votre sérieux, de votre volonté de bien faire, vous êtes forcément dans la main de vos administrations.
C'est un peu comme si on demandait à une monitrice d'auto-école de devenir pilote de Boeing 747. Vous ne pouvez pas passer comme ça d'un poste à l'autre et dominer les sujets, même en travaillant 18 heures sur 24. Attends, Alors, juste, vous êtes aux mains de l'administration, c'est vrai ou pas? Deux choses. En fait, il y a un fil rouge qui se voit peut-être pas. Moi, je suis économiste de formation. Mon premier métier, c'était de suivre la crise, vous voyez, des pays en grand déficit et en grande dette. Mon premier métier, j'avais 25 ans. En France, vous êtes bien là. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc, je peux vous dire que mon premier métier, c'était de voir ce qui se passe quand on réduit pas son déficit. Bon, donc vous voyez, je suis arrivé à un endroit où j'essaye d'éviter ça. Et le deuxième fil rouge, ce que vous voyez pas, c'est la négociation. Quand j'étais aux affaires européennes, je faisais la négociation avec les pays européens. Quand j'étais à la fonction publique, je faisais la négociation avec les syndicats de la fonction publique. Maintenant, vous négociez avec Quand j'étais à l'OCDE, je faisais des négociations avec des pays qui étaient membres de cette organisation qui représente les pays développés. Et aujourd'hui, je fais quoi? Impoli, mais qui ne sert strictement à rien et qui nous coûte un bras comme toutes les organisations. L'OCDE, je pense pas. Mais bon, on pourrait y revenir. Et aujourd'hui, je fais la négociation avec qui? Mais avec une assemblée qui n'a pas de majorité. Avec le PS. Et au fond, ce que je peux retenir de toutes ces années, c'est que, bon, moi j'ai une formation, donc c'est vrai que j'aime bien les chiffres, pas parce que j'aime les chiffres, mais qu'à un moment donné, ils disent une vérité. Oui. Et la deuxième chose, c'est que je peux vous dire, c'est que la négociation, c'est-à-dire, on écoute l'autre, mais à la fin, on avance. Parce que c'est comme dans la vraie vie, vous savez, j'ai des enfants collégiens. Vous m'avez parlé de mon mari, bon, je peux vous dire, on a 3 beaux enfants. Magnifique. Ça, je n'en doute sympathique. Pas. Alors, mais ils sont collégiens, donc ils sont un peu ados. Comme le temps est compté. S'ils ont raison tout seuls à la fin, vous savez, ça n'avance pas. On s'énerve, mais ça ne va nulle part. C'est un peu comme la négociation. À un moment donné, il fallait que ça avance. Et donc ce budget, bah oui. Il a fallu que ça avance également du côté d'Emmanuel. Tu as une question? Alors, ma question dans le droit fil du propos précédent, c'est comment vous avez fait pour changer, pour trouver toujours un poste de ministre? Vous êtes montré très sympathique. Comment vous avez fait pour que les gouvernements vous renomment à chaque fois? C'est pas une question de poste. Moi, j'ai toujours fait les choses à fond. Il y a une chose que j'aime bien dans la vie, c'est l'efficacité. Et je peux vous dire que je ne suis pas la main de mes administrations du tout. Je passe ma vie d'ailleurs à m'assurer que ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, ça veut dire quelque chose dans la vraie vie. Vous savez, je vous donne un exemple sur les économies. Vous m'avez demandé où est-ce qu'on fait des économies dans ce budget. Je voulais revenir un peu au budget, c'est quand même pour ça que vous êtes là, parce qu'on a beaucoup parlé de fiscalité, etc. Mais où sont les économies? On ne les voit pas vraiment, alors que nous avons un déficit record, nous sommes très endettés, et que la priorité, c'est pas moi qui le dis, ça serait justement de lutter contre tout ça. C'est ce que disait François Bayrou, Premier ministre, qui malheureusement n'a pas pu rester très longtemps. Je peux vous parler des grands chiffres, et puis je peux parler des petites choses. Mais des petites choses qui sont importantes. J'étais venu ici, vous m'aviez invité, vous avez dit, vous savez, les avantages des anciens premiers ministres, on va mettre fin à ça. En tout cas, moi, j'en veux que ça soit résolu, c'est pas normal. J'avais dit, il fallait qu'ils prennent le métro. Bon, depuis, vous voyez, un engagement, Premier ministre Lecornu, c'est fait. D'accord. Autre exemple, on a parlé des agences, des opérateurs, des agences d'État. Vous avez dit, ça nous coûte. Alors, c'est pas que les agences coûtent 80 milliards, c'est qu'elles font des choses qui coûtent 80 milliards. 50 000 salariés. Ma prime rénov, bon, bah, c'est porté par une agence, c'est quand même de l'argent qui va ensuite pour les Français. Je vous donne un exemple, une université, c'est une agence. Mais je vous avais dit, on va fusionner, on va organiser, on va en supprimer. Bon, là, aujourd'hui, donc vous allez voir dans le budget, on a plein de fusions. On n'a toujours pas les noms, parce qu'à chaque fois on l'annonce. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon ministère, vous voyez, moi je fais des choses qui sont. On avait des instituts régionaux de formation des fonctionnaires, parce que je suis aussi ministre de la fonction publique. Bon, il y avait 5 ou 6 écoles différentes à différents endroits du territoire, chacune avec un conseil d'administration, chacune avec un directeur, chacune avec un directeur de la communication. Et ben on a fait un institut national, on a fusionné. Il y en avait 6, ça en fait un. Et donc on continue ces économies-là. Mais les économies, c'est quoi? C'est que dans ce budget, en 2026, eh ben, il y aura moins de dépenses dans le PIB qu'en 2025. Et ça, c'est les grands chiffres. Mais les dépenses, 5% de déficit, on sait très bien que ça sera plus. C'est les achats publics. On va arrêter d'acheter cher. On va arrêter d'acheter cher. On fait 1 milliard d'euros d'économies par les achats. Pardon, Madame de Montchalin, vous savez très bien, et je ne veux pas insulter votre intelligence, que les dépenses, enfin les dépenses les plus importantes ne sont pas là. Ce sont les dépenses sociales et notamment les retraites. Et là, c'est plus compliqué. Parce que quand on veut s'attaquer aux dépenses sociales, il faut avoir du courage. Peut-être une majorité que vous n'avez pas. Par exemple, les cures thermales. On voulait dérembourser, on voulait arrêter le remboursement des cures thermales. Bah, finalement, on n'y est pas arrivé. Le transport sanitaire, ça on coûte a réformé. Une blinde. Si, on a réformé. Ça coûte une blinde. Finalement, vous avez reculé. Non, les médecins, je prends un autre exemple. Attends, je prends un autre exemple. Les médecins qui étaient en grève. Les médecins, on voulait un peu plus contrôler quand même leurs arrêts de travail. Finalement, on a reculé. La ministre de la Santé a reculé sur ce dossier pour calmer la grogne. À chaque fois sur des sujets qui seront des sujets durs, parce que c'est les dépenses sociales qu'il faut réduire dans ce pays, eh bien, vous reculez. Alors, sur chacun des points que vous avez cités, il y a ce que vous dites et puis il y a ce qu'on a vraiment fait. Je vous parle des taxis. Vous savez, on a une très grande grève des taxis parce qu'on a changé les tarifs pour que la sécurité sociale paye les taxis quand ils transportent des personnes malades, pour qu'on fasse quelque chose de plus juste. Je suis sûr qu'il y a des taxis qui nous écoutent.
Je peux vous dire que pour eux, les tarifs, ils ont changé. Et ce que vous dites n'est... Du coup, je suis désolée, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Ah, on a fait une assez grande réforme et je pense que ceux qui nous écoutent, ils pensent que c'est une vraie réforme. Vous avez parlé des médecins. Dans le texte, il y a écrit qu'on ne peut pas prescrire maintenant des arrêts maladie, sauf exception qui doivent être bien expliquées, de plus d'1 mois. Parce que si on met les gens en arrêt maladie de plus d'1 mois et qu'on les revoit pas, c'est quoi? Ils vont pas se soigner tout seuls. Donc c'est du bon après sens. Ce que vous dites, mais ce que vous et dites, les cures thermales, en revanche, elles sont toujours remboursées. Les cures thermales, moi je vous dis la vérité. On voulait effectivement dire on rembourse un peu moins. Pas qu'on ne met pas à zéro, mais on rembourse un peu moins. Tous les territoires, tous les chefs d'entreprise, tous les hôteliers, tous les patrons de PME de ces territoires, ils sont tous arrivés en disant mais nous c'est des emplois, c'est notre économie, comment on fait? Bonne raison pour y bouger. Mais Olivier Truchot, ce que vous dites, et ça c'est le cœur je pense de notre sujet, ça s'appelle la démocratie. À un moment donné... Non, ça s'appelle du corporatisme. Chaque corporatiste défend sa boutique. C'est pas la démocratie. Je me suis fait une raison, je dis à un moment donné, j'aurais pu jeter l'éponge, je me dis qu'en fait, ça marche pas, je m'en vais. À un moment donné, le Parlement qui est là, c'est celui que les Français ont voulu. C'est celui que les Français ont choisi. Une question grave, Madame la Ministre. Après, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si c'est compliqué, s'il n'y a pas de majorité... Donc ça veut dire que la classe politique, dans son ensemble, est incapable de s'attaquer au dur de la dépense en France. Ce que ça veut dire, exactement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent d'économie, qui viennent faire des heures ici, qui veulent photocouper. Moi, je vois les députés de ces mêmes partis, parfois les mêmes qui viennent vous parler. Je les regarde dans l'hémicycle, je propose une économie, ils votent contre. Et pourquoi les Suédois ont réussi? Je cite les Suédois parce que c'est finalement un modèle assez proche du nôtre. Pourquoi ils ont réussi à réformer leur pays, leur modèle social? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des compromis. Et le courage, je pense que le gouvernement, vous savez, on a proposé beaucoup d'économies. Il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, je suis sûr que si vous faites des émissions, vous allez voir plein de gens qui vont dire « Ah, quand même, il y a des économies, on n'est pas content ». Madame la Ministre, est-ce que la France aura toujours prêteur? C'est bien mon but. Je vous ai dit que c'était mon premier métier. C'était d'avoir suivi ce qui se passait dans les pays qui, justement, trouvaient plus de financeurs et avaient dû couper les retraites de 25%, baisser les fonctionnaires de 15% et faire des choses très brutales. Nous, notre sujet là... De toute façon, on l'évitera pas. On ne l'évitera pas. Moi, je pense qu'on peut l'éviter. Est-ce que le président... Et moi, je pense que honnêtement, ce qu'on fait là, c'est de dire on voulait un budget... On fait durer le système. On a un budget. On réduit le déficit, on réduit le déficit. L'année dernière, quand j'avais dit que le déficit sera à 5,4%, tout le monde rigolait. Tout le monde disait non mais vous n'y arriverez jamais, les promesses, on n'en peut plus. On a dit 5,4, on a fait 5,4. Là on dit 5, on fait 5. Évidemment que 5 c'est beaucoup trop. Je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'on devrait faire. On devrait être à moins de 3%. 5 en plus, on sait. Non, ce ne sera pas plus que 5. Les prévisions ne sont jamais tenues. Eh bien si, justement, en 2025. C'est vous qui calculez donc. Non. Alors ça non. On ne peut pas dire que c'est du mensonge, c'est vérifié. En 2025, ce qui est très important ce que vous dites, les gens ne croient plus à nos chiffres. Ils ne croient plus à nos engagements. On avait dit 5,4. On a fait 5,4. Pas tout seul, mais parce qu'on a mis tout le monde autour de la table. 5,4, c'est énorme. C'est énorme. On doit faire 3. Et bien sûr, mais 5,8, 5,4, 5. Moi, j'avais proposé avec le Premier ministre Lecornu 4,7 pour essayer de se rapprocher du moment. C'est pas des chiffres tout ça. C'est à quel moment on perd notre puissance. Parce que Emmanuel Levy l'a dit très bien. Le jour où vous dépendez de vos prêteurs, c'est comme quand vous êtes un particulier. Le jour où vous êtes surendetté et que c'est la banque qui décide pour vous ce que vous avez le droit d'acheter, de vendre, qui vend votre voiture à votre place, quand l'huissier arrive. Moi, je veux pas ça pour mon pays. Et pour vos enfants et nos enfants. Et je veux pas ça pour mes enfants. Et je veux pas ça pour l'avenir de la France. Et je veux qu'on ait une bonne réputation. Et je veux quand le président il défend notre souveraineté, on lui rit pas à la figure parce qu'on dit mais attends, t'avais pas de budget. Il a bien défendu le pays face à Trump. Il a formidablement défendu le pays face à Trump. Le monde entier dit, les démocrates américains, les opposants à Trump, ils disent enfin quelqu'un qui ose dire les choses sur ce qu'est ce président qui utilise la menace pour masquer, vous voyez, des intérêts économiques sous des couverts politiques. Donc moi, je veux qu'on pays soit fort. Pour qu'il soit fort, il faut qu'on arrête... Vous étiez fier du discours d'Emmanuel Macron, quand vous l'avez entendu? Oui, moi, je suis très fier d'avoir un président. Et je pense que tous les Français, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il a pu faire, on devrait être fier d'avoir un président qui dit que la souveraineté, c'est-à-dire le respect des frontières, le respect de ce qu'on est, ça ne se négocie pas. Et alors, ça, je pense qu'on peut tous être fiers de ça. Donald Trump, pour conclure, c'est un ami ou un ennemi, du coup? C'est un adversaire économique et c'est un adversaire politique. La manière dont il traite, vous voyez bien, l'économie, les partenaires commerciaux, c'est quand même quelque chose qui doit nous interroger. Et la manière dont il traite ses alliés montre bien qu'il a un réflexe de puissance plutôt qu'un réflexe de coopération. La bonne nouvelle, c'est que les droits de douane supplémentaires ne seront pas appliqués le 1er février. Ça veut dire aussi qu'on a eu raison de résister. Merci, pas plier, pas se coucher. Merci Madame la Ministre Amélie de Montchalin, Madame la Ministre des Comptes Publics, de passer par les GG.